L'humain s'est-il déconnecté de la nature alors que les questions liées à l'écologie, au réchauffement climatique, au développement durable atteignent depuis ces dernières années un pic d'intérêt au niveau planétaire? Le rapport que nous avons tous, individuellement et collectivement à la nature, avec un grand N, semble s'être étiolé comme si le temps passant, l'homme moderne et connecté avait oublié qu'il dépendait de son environnement. Raison pour laquelle certains chercheurs parlent d'amnésie environnementale. C'est justement le thème d'une conférence qui a été donnée hier soir à l'Université de Guyane. Conférence donnée par notre invitée de ce matin, Mara Sira Jiménez. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géographie socioculturelle, chercheuse postdoctorale à l'INRAE et au laboratoire ETIS. Je vais donner le titre quand même exact de la conférence que vous avez donnée hier. Amnésie socioculturelle de la nature, quel rite pour une éducation à la nature. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà qu'on dise quelques mots sur voilà ce qui a débuté du coup hier soir à l'Université de Guyane avec votre conférence, mais il y en a d'autres qui vont venir dans les semaines qui viennent puisqu'il s'agit d'un cycle de conférences sur plusieurs sujets. C'est quoi la thématique finalement, les thématiques que vous allez aborder dans les semaines qui viennent, Mara Sira Jiménez? Oui, donc merci beaucoup de m'accueillir. En fait, la conférence d'hier soir ouvrait un cycle de conférences sur un gros projet qu'on mène avec le laboratoire Minea et l'association Futurado. Et donc, on travaille sur une recherche qui porte sur les rites de passage chez les jeunes en Guyane et sur la place qu'occupe la nature au sein de ces rites. Donc, c'est une recherche qui est financée par la Calque et la CTG, et donc différents chercheurs locaux avec lesquels on travaille déjà ici en Guyane ont déjà commencé un travail de recherche sur différents rites qui existent dans différentes communautés guyanaises. Et donc nous, on va apporter aussi un regard de notre point de vue disciplinaire, donc géographie culturelle, anthropologie de la jeunesse, sociologie, ethnobotaniste. Donc on va apporter un petit peu un regard sur la place de la nature, comment on utilise la nature et comment la jeunesse aussi et les anciens aussi, les adultes, se placent dans les rites de passage anciens et contemporains. Vous avez quoi en tête quand vous parlez de rites de passage exactement pour qu'on visualise à peu près ce que vous expliquez? Alors le rite de passage, en fait, c'est une cérémonie qui va symboliser le changement de statut social ou sexuel d'un individu. Donc, il peut aussi marquer l'intégration de l'initié dans un nouveau groupe d'appartenance. Et donc, de manière très générale, c'est des cérémonies qui vont marquer des moments marquants pour les individus, les personnes, donc notamment la naissance, le passage de l'enfance à l'âge adulte, les mariages ou la mort. Mais si on le contextualise aujourd'hui, on peut aussi parler des rites un petit peu individuels, personnels. Donc ça va être vraiment le fait de marquer des moments importants pour la transformation et le changement d'un individu. Donc on va parler des rites un petit peu traditionnels, comme on a ici en Guyane, le maraquet, le guipangui, la camisa. Mais aussi, on peut aussi intégrer aujourd'hui des nouveaux rites plus personnels. Donc le fait de quitter son village pour se déplacer, faire des études sur le littoral. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un rite de passage. Et le lien du coup entre ces rites de passage-là et le lien finalement qui peut exister avec la nature, c'est quoi? En fait, on se rend compte que traditionnellement, en fait, la nature joue un rôle central dans le rite de passage et que finalement, le rite de passage est aussi une manière d'éduquer à la nature. Parce que pour réaliser le rite de passage, on a tout simplement besoin d'acquérir des connaissances tout le long de sa vie sur les plantes. Donc pour le guipangui, par exemple, les filles ont besoin de faire des apprentissages dès le plus jeune âge sur différentes plantes à différents moments, sur comment on va construire des vanneries, comment on va construire des instruments. En fait, on va apprendre non seulement des connaissances sur la faune, la fleur, l'environnement en général, mais aussi des connaissances corporelles. Quand on passe le rituel, le vivant non humain, donc soit les plantes, soit les insectes, comme les fourmis ou les guêpes dans le maraquet, ils vont faire partie de la vie de l'initié. Donc il y a vraiment un lien où le non-humain va rentrer dans le corps de l'individu et c'est cette relation de collaboration avec ces vivants non humains qui va permettre à l'initié d'aller plus loin. On reviendra évidemment sur ce sujet-là, sur l'aspect guyanais, surtout Guyane de l'intérieur, dans le rapport que les habitants peuvent avoir avec la nature, puisque
Et cette fois-ci, on va rentrer dans le dur, finalement, dans le vif du sujet, avec l'amnésie socio-culturelle de la nature. Le mot de l'expression peut paraître un petit peu compliqué. C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on peut définir ce concept-là? Alors déjà, pour contextualiser un petit peu, aujourd'hui, à l'échelle un peu internationale, il y a pas mal de phénomènes. Donc, on va parler beaucoup de la perte de la biodiversité, que c'est un phénomène très clair. Mais à cela se rajoutent deux phénomènes sociaux, ce qu'on va appeler l'amnésie de l'environnement. Donc, les générations, ils vont considérer que ce qu'ils découvrent comme environnement, c'est la normale, alors qu'ils ne prennent pas conscience des pertes du passé, de la nature. Mais aussi, on va parler d'une perte d'expérience de nature. Donc, d'expérience de nature, ça veut dire des expériences transformatrices, d'aller rencontrer les éléments naturels, de vivre des expériences émotionnelles, sensorielles et de connaissances. Et pour moi, c'est très important ce type de pertes aussi qu'il faut tenir en compte, mais pour moi, cela cache aussi une perte qui est très importante, et donc c'est justement la perte de toutes ces connaissances et ces savoirs socioculturels. Donc je peux donner une définition, donc c'est la proposition que j'essaye d'apporter dans le débat international. Donc l'amnésie socioculturelle de la nature va être l'oubli progressif des connaissances, des rapports socioculturels, donc symboliques, cosmogonique ou linguistique, mais aussi corporel, donc tout ce qui est lié au sens, le sensoriel, l'émotionnel, qui instituait un rapport au vivant non humain sous le mode de la collaboration. Et donc chaque génération va prendre ces dimensions symboliques de la nature acquises dans sa jeunesse comme des références normales. Or, elles constituent des références dégradées au regard de la tradition culturelle et elles vont donc favoriser leur remplacement par des relations utilitaristes et capitalistes qui peuvent déculer de nouvelles connaissances. Donc c'est vrai que c'est très bien d'acquérir de nouvelles connaissances. Plus on apprend, plus on a une ouverture d'esprit. Le problème, c'est que le phénomène d'amnésie socioculturelle de la nature va aussi être un peu motivé par des relations de pouvoir entre les savoirs. Donc on va... C'est-à-dire des relations de pouvoir entre les savoirs. Ouais. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, il y a des savoirs sur la nature qui vont être dominants ou une langue qui va être dominante par rapport à des langues locales. Donc on ne va pas être dans une dimension de complémentarité des savoirs où on va avoir un équilibre, mais on va avoir une superposition. Et donc, c'est cette superposition d'un savoir qui est considéré par certains comme dominant ou sur une langue qui est considérée comme dominante qui va effacer progressivement la manière de nommer la nature, donc la manière de se relationner avec la nature, et qui va progressivement diminuer l'importance, si on veut, en imposant un nouveau mode de relation. Et on le voit aujourd'hui, mais c'est des modes de relation qui vont être plus focalisés sur la dimension utilitaire de la nature et pas relationnelle de la nature. J'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez commencé à aborder, à savoir que ce qu'on considère comme normal, du coup, ça évolue en fonction des générations et que les générations passant, finalement, on peut avoir tendance à oublier ce que nos aînés pouvaient considérer, eux, comme normal. Est-ce qu'on arrive à bien documenter ce fossé, en fait, générationnel qui est en train de se creuser peu à peu ? Oui, de plus en plus en psychologie de l'environnement, il y a pas mal de chercheurs aussi qui travaillent sur ça. Il y a des anthropologues, il y a des ethnologues qui travaillent sur ça. Et donc, oui, en effet, si déjà on voit les récits, même en littérature, tout ce qui a été écrit sur les premières explorations des naturalistes, même sur les témoignages des personnes qui habitent dans différentes communautés, des chercheurs qui sont passés, mais on se rend compte qu'il y a quand même une diminution radicale et une transformation des paysages aussi. Et donc, comme je disais, en fait, du moment où on commence à imposer un nouveau savoir et un nouveau mode de relation, mais on va changer les pratiques culturelles, on va changer les modes les activités, la musique, la danse, des choses qui semblent banales, mais qui en fait sont centrales dans la relation au monde. Donc, voilà, il y a pas mal de documentation sur le fait qu'il y a une transformation aussi des pratiques par rapport à des impositions aussi administratives, politiques, éducatives.
Et ce qui est assez incroyable au final, c'est que quand on regarde un petit peu ce sujet-là de près, on se rend compte que ce sont des savoirs et des connaissances qui se perdent quand même très vite, qui parfois peuvent exister depuis des milliers d'années dans certaines sociétés, dans certaines communautés, et qui, en l'espace de, allez quoi, on va dire un demi-siècle finalement, ont pu totalement disparaître. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que déjà, il y a une dimension, nos sociétés, ils sont dans une accélération totale. On Ouais. n'a pas le temps aussi de prendre le temps d'aller dans la nature, de découvrir la nature. Et c'est aussi surtout, bon, il y a beaucoup de phénomènes qui expliquent cette perte un petit peu d'amnésie socioculturelle. C'est aussi par exemple, des politiques internationales environnementales qui sont imposées un petit peu de manière homogène partout dans le monde, sans prendre vraiment en considération les spécificités des contextes locaux. Donc, ça pose vraiment des problèmes, même s'ils sont nécessaires, il y a toujours un problème d'adaptation au contexte, aux langues locales et aux cultures locales. On voit aussi, de manière générale, un problème aussi avec la manière dont on perçoit l'éducation à la nature. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est pas bien, mais c'est tout simplement que c'est une manière qui est focalisée prioritairement sur une éducation qui va être focalisée sur la dimension scientifique, technique et naturaliste. Oui. Donc, c'est très bien, c'est une dimension qui est plus sur l'identification, le comptage, mais on laisse de côté toute une dimension de connaissances justement culturelles. Et la manière comme on nomme la nature dans chaque langue, ça transmet aussi une relation. Donc tout ça, ça favorise cette perte aussi de génération à génération. Vous avez parlé des spécificités qu'il peut y avoir un petit peu partout sur la planète. Pour parler uniquement de la Guyane et de la Guyane de l'intérieur, vous avez travaillé pour votre thèse avec les populations de l'intérieur et ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des particularités finalement sur l'amnésie du coup cette amnésie socio-culturelle qui peut être constatée dans la Guyane de l'intérieur? Mais en fait, c'est un peu le cas, comme je disais, c'est aussi lié à la manière comment... Disons qu'il y a des tensions entre l'éducation formelle et l'éducation informelle. Donc, Oui. dans tous les territoires, que ce soit sur le littoral ou sur les communautés de l'intérieur, et peut-être les communautés de l'intérieur, ça va aussi ça va s'accentuer un petit peu, c'est que on va utiliser le temps qui était destiné traditionnellement pour un apprentissage plutôt des connaissances culturelles, mais on va l'utiliser pour une connaissance plutôt formelle. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que ça crée une tension entre ce qu'on peut apprendre dans le cadre familial. Et donc c'est là où justement cette notion d'amnésie socioculturelle, c'est aussi une invitation que je fais à voir comment on peut relier un petit peu plus cette dimension informelle à l'éducation formelle pour justement favoriser une rencontre, une collaboration entre culture et naturalisme scientifique. Et donc oui, ça se perd un petit peu, mais il faut savoir que bon, les zones rurales, les zones qui sont un peu protégées dans les petits villages, ils sont quand même un petit peu protégés encore aujourd'hui parce qu'ils bénéficient des espaces et des environnements qui permettent encore... Oui. Malgré tout, de profiter de la nature, alors qu'on voit une différence, et c'est partout dans le monde, avec les villes et les zones rurales, où dans les villes, on a des gros problèmes déjà d'accessibilité aux espaces verts, même aussi peut-être à Cayenne, le fait de vouloir faire une sortie dans une réserve du littoral, c'est compliqué, il faut beaucoup de papiers, donc ça aussi, ça pose problème, c'est que ça devient excessivement administratif, et donc on limite de plus en plus l'accès à des espaces verts, et donc ça aide pas du tout. Puisque vous avez commencé à parler d'éducation, est-ce que un des problèmes finalement, c'est pas que la vision occidentale, notamment la vision philosophique qui existe depuis maintenant plusieurs siècles, n'a pas gagné à savoir cette distinction entre nature d'un côté, la culture de l'autre, comme si c'était deux mondes qui étaient radicalement séparés et voire totalement irréconciliables? Oui, donc ça, c'est la séparation idéologique nature-culture dont Descola parle pas mal. Oui, donc et... célèbre anthropologue. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une séparation idéologique qui, bon, je pense qu'il y a déjà
des changements qui commencent à apparaître. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite sur ça. Mais oui, c'est un gros problème, justement parce que on parle de plus en plus de déconnexion et des besoins de reconnecter à la nature. Mais on ne peut pas se reconnecter à la nature si on continue avec une imaginaire et une idéologie de se sentir supérieur et extérieur au monde vivant. Donc c'est vrai que ça pose des gros problèmes aujourd'hui quand on considère qu'il y a beaucoup de problèmes d'éco-anxiété qui est devenu un peu le concept à la mode, qu'on peut questionner aussi et critiquer. Mais donc il y a beaucoup de situations où on revient au même problème, c'est que il faut que l'être humain, l'être occidental, moderne, il comprenne aussi qu'il fait partie d'un tout. Du moment où il ne comprend pas ça, on va continuer un petit peu dans cette logique anthropocène qui va continuer avec des rapports utilitaires et capitalistes en fait. Oui, et puis après le risque, ou en tout cas le biais, c'est peut-être aussi, on le constate de plus en plus, vous avez parlé de reconnexion à la nature, que de nombreuses personnes se mettent à avoir une vision un petit peu fantasmée d'une nature accueillante, protectrice. On sait bien que la nature, ça n'est pas que ça, et il y a de plus en plus de personnes qui, souvent parce qu'habitant en ville, se mettent à avoir cette, voilà, encore une fois, cette vision qui n'existe pas en fait de la nature. Oui, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans plusieurs pays aussi, dans le monde et dans l'éducation aussi dans les villes, comme vous dites. C'est que dans le type d'éducation qu'on réalise un petit peu, dans l'identification, dans la science et tout ça, on ne se rend pas compte qu'il y a un côté émotionnel et affectif qui est très, très important. Mais aussi, c'est qu'on donne l'image que la nature, elle est un peu bisounours, on va dire, que la nature, elle est tranquille, qu'il n'y a pas de danger, alors qu'on sait que la nature est dangereuse par nature, parce que voilà, on est dans des rapports de pouvoir entre espèces, et l'être humain étant une espèce animale, mais on fait partie justement de ça. Donc c'est vrai qu'on se trouve des fois dans des situations où voilà, les gens ils veulent prendre un anaconda ou un insecte qu'ils n'ont jamais vu, prendre des risques parce qu'ils considèrent que c'est un jouet. Et non, c'est des êtres qu'il faut respecter et connaître aussi. Voilà. Quand on dit nous perdons le contact avec la nature, les humains se déconnectent de la nature, c'est quelque chose, vous l'avez dit, qui revient de plus en plus aujourd'hui dans de nombreux débats sur la place de l'homme en fait avec son rapport avec l'environnement. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui concerne de la même manière la planète entière, j'ai envie de dire toutes les sociétés, toutes les cultures, ou bien encore une fois c'est une vision assez occidentale des choses? En fait, moi, je pense qu'il y a différentes cultures qui n'ont pas ces rapports très déconnectés parce que, comme je disais hier soir, justement, pour parler de déconnexion, il faut parler de séparation. Et alors, beaucoup de cultures dans le monde considèrent qu'il n'y a pas de séparation parce qu'ils font partie intégrante de la nature. Donc, oui, je ne pense pas que c'est une généralité. Peut-être dans les grandes villes avec des responsabilisations, des choses qui s'accélèrent, la pression sociale, le fait de ne pas pouvoir avoir accès à la nature, ça va poser des problèmes peut-être pour des grandes villes. Je pense que c'est quand même localisé en Occident, dans les grandes villes, mais c'est pas encore un phénomène répandu. La planète elle est grande et il y a encore des populations qui se battent justement pour conserver un mode de vie très différent. Ouais. Dernière question, et j'aimerais pour terminer vous lire cette citation sur laquelle je suis tombé, qui est d'un sociologue, Michel-Maxime Heger. Il a dit et a écrit, voilà, je le cite, l'état de la planète résulterait de la perte du lien de l'homme avec la nature. Cette perte de connexion intime, sensorielle ou spirituelle l'aurait conduit à envisager la Terre comme un objet extérieur assimilable à un stock de matières premières à gérer. Ça vous inspire quoi finalement, cette manière de considérer la déconnexion entre l'humain et la nature? Mais en fait, c'est un peu la même chose que je dis depuis le départ, c'est que moi, je propose justement de sortir de cette notion de déconnexion, donc déconnexion parce qu'il y a une idéologie et un type de vision de la nature très utilitariste où elle est à disposition de l'homme et on peut l'utiliser jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il n'y a plus et mettre même en péril l'existence humaine. Et donc, moi, je propose plutôt de revenir dans une notion plutôt de collaboration avec le vivant, où on va respecter le vivant par ce qu'il est, de comment on peut cohabiter ensemble sans l'envisager comme une simple ressource. Par exemple,
le terme service écosystémique. C'est très bien peut-être pour certains scientifiques, mais par rapport à ce que ça envoie comme message, c'est on respecte la nature parce qu'il nous donne des services. Alors qu'on est justement dans cette logique utilitariste éloignée de la nature. Si on voyait ça de manière différente, on respecterait la nature par la collaboration qu'on peut entretenir avec elle. Mara Sierra-Riménez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc, voilà, vous êtes docteur en géographie socio-culturelle et vous étiez avec nous pour revenir évidemment dans un temps plus court que hier soir sur cette conférence que vous avez donnée à l'Université de Guyane. Merci encore, très bonne journée.